Donc nous allons enchaîner avec, Philippe Ganchoula. Donc il est compositeur et professeur au Conservatoire Paris-Saclay. Et il va vous faire une conférence sur la musique et le cosmos. Eh bien, bonjour Philippe. Bonjour Jean. Je vais te présenter. Tu es donc professeur d'écriture, de composition et d'analyse au conservatoire, alors anciennement de la Vallée de Chevreuse, qui était le conservatoire d'Orsay aussi, et qui est depuis peut-être 2-3 ans maintenant, le conservatoire Paris-Saclay. Alors on dit tous les deux collègues au conservatoire, et tu vas aujourd'hui nous parler donc de la musique et des rapports de la musique classique avec les planètes, le cosmos. Voilà, je vais essayer de parler un petit peu de l'histoire des rapports entre l'astronomie et la musique, sachant que c'est un sujet absolument énorme dont je ne pourrais évidemment aborder qu'une toute petite partie. Bien sûr. En particulier donc la musique entre guillemets classique, musique symphonique. Et je ne parlerai pas des musiques de films et des musiques actuelles, etc. Musique de jazz que tu connais très très bien. Mais là, c'est énorme. Là aussi, il y aurait beaucoup à dire. Alors, je crois que en fait, tu étais d'autant plus intéressé par le sujet que toi-même, tu as été très tôt sensibilisé aux planètes ou à l'observation des planètes. C'est vrai. Oui. J'ai eu une vocation d'astronome quand j'étais adolescent et j'avais un petit télescope et je me suis régalé effectivement à observer les étoiles. Et donc il y a un moment dans ma vie où j'ai pensé devenir astronome. Donc c'est vrai que l'opportunité de traiter ce sujet aujourd'hui, j'y ai vu un petit peu comme une sorte de signe et ça m'a bien interpellé. Alors, il faut dire que évidemment cette histoire entre l'astronomie et la musique, elle est plurimillénaire, certainement. Et par exemple, un des seuls exemples même de la musique grecque antique que nous ayons encore, c'est un hymne au soleil d'un compositeur qui s'appelait Mésomédès de Crète, qui aurait écrit cette œuvre vers 130 de notre ère. Et donc, c'est l'exemple numéro 1 que nous allons écouter. Φαρού πατεράους, ροδοέσανος αντιγαπόλων, πτάνεις υπυχνές συνδιώκεις, χρυσές συναγαλωμένος κόμες, περινό τον απείρητον ουράνου. Alors, ma question, c'est tout de suite... Comment a-t-on pu retrouver une musique qui date de 130 de notre ère sans avoir d'enregistrement, ni de partition, comment la musique était-elle notée à l'époque? Alors, il y avait quand même une certaine notation chez les Grecs qui possédait une notation alphabétique des notes. Donc, je n'ai pas regardé le photocopie du manuscrit, si on peut dire. Mais il y a le texte de l'hymne et puis il doit y avoir avec tout au moins le nom des notes. Donc on peut reconstituer la mélodie. Oui, j'imagine que ça a été réinterprété ou en tout cas adapté. Comme beaucoup de musique aussi du Moyen-Âge, l'instrumentation n'est pas donnée. Même que le rythme, je ne sais pas s'il est marqué, je suppose qu'il est sous-entendu par le rythme des paroles, tout simplement. Mais ça, c'est un problème aussi général qui va se poser beaucoup plus tard, puisqu'il faut attendre, en gros, le XIIIe, voire XIVe siècle pour avoir une notation rythmique assez précise de la musique. D'accord. Alors, on peut dire aussi que ce lien entre musique et astronomie s'est fait beaucoup par le biais des diverses religions, ne serait-ce que parce que les rites religieux sont en général, voire presque toujours, accompagnés de musique et que le religieux est relié toujours au cosmique et au cosmos. Déjà, pour une première raison, c'est que dans les civilisations anciennes,
les astres principaux, en particulier le Soleil, la Lune, ont été divinisés. On pense évidemment à l'Égypte antique, avec le culte du Soleil, avec le dieu Ra, par exemple. Donc, évidemment, ce lien s'est fait déjà par cette première approche. Deuxième approche aussi, c'est l'intérêt pour la mythologie qu'a présenté, par exemple, la civilisation occidentale à la période baroque, avec beaucoup d'opéras, par exemple, qui font allusion à diverses mythologies grecques et romaines. Ils connaissaient très bien la mythologie à l'époque. Or, cette mythologie est reliée au nom des planètes, puisque le nom des planètes, c'est la mythologie romaine, vient de la mythologie romaine. Mais il y a aussi un troisième biais qui me semble vraiment très très intéressant, très passionnant, c'est que les anciens, et cela sans doute dans plusieurs civilisations, ont eu l'idée que dans leur musique, dans la musique, eh bien, la musique rendait compte, en fait, de l'organisation du cosmos. C'était une sorte de microcosme, si on peut dire, de ce macrocosme du cosmos, et qu'elle rendait compte à la dimension humaine, donc que c'était une sorte d'image de l'organisation cosmique. Alors, en fait, l'idée que la première mission de la musique est de rendre compte des sentiments humains est en fait, dans la musique occidentale, relativement récente et date de l'époque baroque, c'est-à-dire de l'invention de l'opéra. Où là, à Monteverdi, par exemple, a même fait une étude quasiment scientifique du rendu par la musique de tel et tel type de sentiment humain. Par exemple, il a inventé comment exprimer la colère. C'était le fameux stile concitato, c'était le trémolo. En fait, l'invention du trémolo vient de là, rendre compte de sentiments de colère et d'agitation extrême, ce qui n'existait pas auparavant. Mais auparavant, dans la musique occidentale, le premier objet, c'était de rendre compte de l'organisation cosmique, en réalité, souvent au travers de musique religieuse, par le biais de la musique chorale d'ailleurs. C'était avant tout une musique de chœur. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'en faisant mes recherches là, pour préparer cette conférence, eh bien, je suis tombé sur le fait que dans la Chine ancienne, c'était la même chose, et que donc les Chinois voyaient la musique comme une image du cosmos et aussi de la psyché humaine. Tout ça, pour eux, avait une certaine correspondance. C'est lié. Ouais. Alors, ça a donné, en particulier en Occident, la théorie de la musique des sphères, dont je vais reparler un peu plus longuement. Mais tout cela est parti, en fait, très lointainement de Pythagore, du fameux mathématicien Pythagore, qui est très important dans l'histoire de la musique, puisque c'est lui, le premier, qui a vu des correspondances numériques simples entre les intervalles, d'une part, donc, et puis les nombres, d'autre part. Donc pour cela, il s'est servi d'un instrument très très simple, qui n'était pas un instrument de musique proprement dit, qui était un instrument d'expérimentation qu'on appelait le monocorde. Mono, un seul. Donc c'est une seule corde tendue, dont tout simplement, ils essayaient de savoir ce que ça donnait quand on la divisait en 2, en 3, en 4, en 5, etc. Ils se sont rendus compte que ça donnait des intervalles qu'on utilisait couramment dans la musique. Qui étaient proportionnés par rapport à la longueur de la corde. Donc, extraordinaire. L'octave, c'est un rapport de 1/2, par exemple, ou de 2 dans l'autre sens. La quinte, c'est 2/3 ou 3/2, etc. Et donc, ils ont vu une correspondance entre le nombre, d'une part, donc un monde abstrait, et puis le monde sensible, le monde concret. Et ça, c'était quand même quelque chose qui les a énormément frappés. C'était très important. Dans le domaine des arts plastiques, la correspondance, ça a été le fameux nombre d'or en proportion dorée, que l'on retrouve, par exemple, dans les proportions du Parthénon à Athènes. Et dans pas mal de tableaux aussi par la suite. Beaucoup plus tard, évidemment, tout ça a été repris, en particulier à la Renaissance, en Occident, mais ça existait déjà manifestement, ça existait depuis l'Antiquité grecque. Alors, le quadrivium. Alors, le quadrivium, 4, c'était donc l'organisation en 4 matières qui étaient apparentées, qui a eu lieu durant tout le Moyen-Âge. Alors ces 4 matières, c'était donc l'arithmétique,
la géométrie, donc des domaines purement mathématiques, l'astronomie, bon, ça on comprend encore, mais la musique en quatrième, ce qui aujourd'hui nous étonne énormément. Donc la musique était une sorte de mathématique, en fait. Cependant, il distinguait la musique théorique de la musique pratique. Donc étudier la musique dans le quadrivium, c'était pas étudier la musique comme étudier la musique au conservatoire. Je dirais aujourd'hui, ça devait être des spéculations théoriques beaucoup plus qu'une véritable pratique musicale. Hein. D'autant plus que j'imagine à l'époque, il y avait aussi une différence entre la musique quand elle était pratiquée de manière populaire. La musique populaire devait être tellement différente de la musique intellectuelle ou de la musique sacrée. Voilà, tout à fait, tout à fait. C'était des mondes même qui n'avaient rien à voir. Et je pense que la musique, entre guillemets, populaire devait être quand même tout à fait méprisée. Hein, ça c'est tout à fait... C'est probable, en tous les cas. Alors, il y a une autre correspondance que les anciens Grecs ont trouvée et qui les a beaucoup frappés. C'est la correspondance du 7. C'est-à-dire les 7 corps célestes principaux d'un côté, Lune, Soleil, 5 planètes. Oui. Et puis de l'autre, le fait que leur gamme déjà comportait 7 notes, autant qu'on puisse le savoir. Et par exemple, la lyre grecque ancienne, antique, avait bien 7 cordes. Donc, ils n'y ont pas vu une coïncidence, mais une espèce de signe tout à fait clair d'une correspondance entre le cosmos et la musique. Hein, voilà. Donc, le théoricien romain, qui s'appelle Boès, qui a vécu dans l'an 500 de notre ère, à peu près, donc c'est toute la fin de l'Empire romain, il a laissé un traité de musique extrêmement célèbre, et il divise la musique en 3 espèces. Première espèce, la musique la plus noble, la musique cosmique, la musique du monde. Deuxième espèce, la voix humaine, donc la musique que l'on pouvait faire par le biais des voix, soit solistes, soit en chœur. Et troisième espèce, la musique instrumentale, qui est effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, ravalée tout en bas, alors qu'elle constitue peut-être les 2 tiers, voire les 3 quarts de l'enseignement de la musique, ce qu'on appelle nous musique aujourd'hui. Hein. Mais on peut imaginer qu'à l'époque aussi, la variété des instruments de musique était sûrement moins vaste que maintenant. Alors, en tous les cas, on a quand même des témoignages. Les instruments humains, même, il en reste très peu. Ils ont été détruits, instruments en bois, etc. Mais on a beaucoup d'iconographie, et en particulier sur les portails de cathédrales. Voilà, sur les cathédrales, on voit beaucoup d'instruments de musique. Il y avait quand même beaucoup d'instruments, malgré tout, qui pouvaient venir aussi d'autres civilisations, en particulier le monde islamique. Oui. Hein. Donc il y avait quand même une certaine variété instrumentale. Avec des cordes frottées, des cordes frappées, etc. Beaucoup de percussions qui ont ensuite disparu, d'ailleurs, puisque les percussions ont été interdites par l'Église. Donc il y avait quand même beaucoup d'instruments. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'ils faisaient avec ces instruments, puisque les premières partitions instrumentales, au sens moderne, ça date des années 1450, je crois, quelque chose comme ça, c'est pour l'orgue. D'accord. Mais donc il y avait des instruments, mais il n'y avait pas de partition pour les instruments, donc on ne sait pas trop ce qu'ils en faisaient. Voilà. Alors j'ai une question aussi par rapport à ces 3 catégories dont parlait ce scientifique de la musique. Donc une catégorie instrumentale, une catégorie vocale et la catégorie cosmique. Alors ça correspond à quoi? C'est complètement... Donc il y avait l'idée, effectivement, c'est justement cette harmonie des sphères, au moins depuis Platon en tous les cas, où l'idée c'est que tout corps qui se meut émet un son, ce qui semble logique sur Terre. Tout ce qui bouge, d'une certaine manière, émet un son. Donc, il paraissait tout à fait logique que les corps énormes, que sont les corps célestes, qui se déplacent très vite, doivent forcément faire beaucoup de bruit. Voilà. Donc, le problème, évidemment, c'est pourquoi on n'entend pas ces sons, pourquoi notre oreille ne les perçoit pas. Ils ont même trouvé des explications pour ça, maintenant. En tous les cas, cette théorie de l'harmonie des sphères, elle a vécu sous plein de formes, puisque c'était une espèce d'invention. Évidemment, on n'avait aucune preuve scientifique. Donc chacun y allait de sa théorie. Il y a tant de sphères, font telle note, tel type de musique. Donc on trouve plein de variantes. Ça a vécu à plus de 1000 ans quand même en Occident, puisqu'on trouve encore cette théorie chez le grand astronome Johannes Kepler,
Donc en 1618, il écrit un traité qui s'appelle l'Harmonie du monde. Donc là, je traduis le titre qui est en latin, évidemment. Et là, donc, il attribue bien une mélodie. Et donc, la terre en particulier ne chante que sur 2 notes, le mi et le fa. Le mi, c'est donc la misère du monde, le fa, la famine, miseria et famina en latin, donc ce qui correspond effectivement à la période très difficile de la guerre de 30 ans en particulier, qui avait lieu en Allemagne à l'époque. À signaler, donc il y a 2 opéras quand même qui ont été écrits sur la figure de Kepler, beaucoup plus tard, au XXe et XXIe siècle. Un opéra de Pauline Demitte qui s'appelle L'Harmonie du monde en 1957. D'ailleurs, l'Harmonie du monde, on est toujours dans cette problématique-là. Et puis en 2009, très récemment, le compositeur célèbre américain Philip Glass qui a écrit un opéra qui s'appelle Kepler. Donc c'est quand même une figure qui a beaucoup marqué. Alors, cette quête presque désespérée des hommes d'entendre une musique de l'univers se concrétise encore aujourd'hui par un biais un peu inattendu. C'est-à-dire, on transforme des phénomènes vibratoires enregistrés par les astrophysiciens, on les transforme en son, et on appelle ça musique, entre guillemets. Donc, on peut, par exemple, sur Internet entendre la musique d'un lever de soleil sur Mars. Et là, on va entendre la musique émise par Saturne. C'est l'exemple numéro 9, qui correspond à un courant de plasma, je crois, qui se produit entre Saturne et un de ses satellites. Et la vidéo explique ça. C'est plus inquiétant que romantique, honnêtement. C'est quoi? C'est le son produit par des ondes dans le plasma, venant de Saturne, et d'une de ses nombreuses lunes. Stop. Comment s'appelle cette lune? Encelade. L'énergie qu'elle diffuse provoque de très importants échanges de particules avec Saturne. Ces échanges ont été enregistrés par la NASA. Mais l'oreille humaine ne peut pas entendre des ondes magnétiques? Non, mais des planétologues les ont convertis. De la même manière qu'une radio traduit les ondes électromagnétiques en musique. Incroyable. Repasse-moi ce son, s'il te plaît. Ok, donc là j'écoute Saturne en fait. Tu écoutes la réponse, en ondes plasma de Saturne, à l'énergie diffusée en continu par Encelade, qui tourne autour d'elle à des centaines de milliers de kilomètres de distance. C'est fascinant. Et on ne pourrait pas capturer le même genre de son entre la Terre et la Lune? Non, ces ondes sont possibles entre Saturne et sa Lune,
parce qu'Encelade est géologiquement active. La relation entre la Lune et la Terre est très différente. Tant pis. Ça aurait fait une chouette bande-son. Au revoir, Effie. Il y a deux mots qui décrivent cette naissance de l'univers. Le mot hébraïque, le mot hébreu de la Bible, qui est Tohu Vabohu, d'où vient notre Tohu Bohu. Et puis, un mot grec, qui est chaos, d'où vient notre mot plus fréquent, j'allais dire, de chaos. D'ailleurs, ce mot est repris dans les titres de pas mal de musiques, d'ailleurs, qui décrivent cette naissance du monde. Donc le premier chaos, c'est l'exemple numéro 11, celui de Jean Ferry Rebel, dans une symphonie, Les Éléments. C'est un ballet aussi, écrit en 1738. Donc ce Jean Ferry Rebel est un compositeur oublié, j'avoue que je n'en avais pas entendu parler non plus. C'est un élève de Lully, et donc il a quand même une idée assez géniale, c'est de décrire son chaos initial un peu à la manière d'un Big Bang, comme une espèce de déflagration harmonique, qu'on appellera un cluster aujourd'hui, c'est-à-dire une espèce de grappe de sons. Là, il s'agit des 7 notes de la gamme de Ré mineur, qui donne cette espèce de grappe très dissonante. Et donc, il va répéter cet accord plusieurs fois. Donc, il dit, j'ai osé allier la confusion de l'harmonie et cette confusion de l'univers. Il a bravé l'interdit. Ah oui. C'est pas vraiment bien recommandé Oui. d'écrire ces 7 notes à la fois. Non, c'est pas recommandé, mais pour lui, le sujet le justifie. Alors, la faiblesse quand même de l'idée, c'est qu'ensuite, une fois que cette idée est épuisée, j'allais dire, ensuite, pouvoir la travailler et la varier, c'est un autre problème. Ça, il n'arrive pas à le faire. Mais enfin, la tentative est quand même très, très intéressante. Donc ça, c'est l'exemple numéro 11. Ensuite, je vais évoquer une œuvre peut-être beaucoup plus célèbre, qui est la création de Joseph Haydn, qui est un oratorio qu'il a écrit vers 1796-1798, une œuvre qu'il a beaucoup occupée, à laquelle il a énormément travaillé. Alors cette création commence par un chaos aussi, en do mineur d'ailleurs, et c'est une œuvre absolument, c'est une sorte de poème symphonique avant la lettre. Le poème symphonique n'existe pas à l'époque, mais la musique descriptive existe déjà. On pense aux 4 saisons de Vivaldi, par exemple, c'est de la musique descriptive. Donc il savait très bien essayer de décrire par les moyens de la musique, et même avec l'orchestre déjà. Une chose intéressante, tu parlais de do mineur, tu parles de tonalité assez souvent, justement, pour décrire la qualité d'une œuvre. Alors, qu'est-ce qui fait que do mineur, c'est particulier par rapport à une autre tonalité dans ce cas-là ? Au XVIIIe siècle, il y a bien une symbolique des tonalités, ou peut-être des symboliques des tonalités, parce que ça varie suivant les auteurs. Do mineur est considéré plutôt comme une tonalité obscure, sombre, triste. Voilà. Par rapport au do majeur, dont je parlerai tout à l'heure, par exemple, qui est flamboyant. Puis do majeur, il n'y a pas d'altération à do majeur. Il n'y a ni dièse ni bémol à l'armure. Donc c'est aussi une sorte de lumière pure, si on peut dire. Donc voilà. C'est devenu très symbolique tout ça, sans aucune influence acoustique, sans aucun sens acoustique. Mais il faut bien dire que
au XVIIe siècle, ça avait un sens acoustique, puisque le tempérament n'était pas égal, la division, tous les demi-tons n'étaient pas les mêmes. Donc en fait, chaque tonalité avait vraiment sa couleur, ça correspondait à quelque chose. Et tout ça a disparu avec l'adoption du tempérament égal, évidemment, où toutes les tonalités sont devenues semblables. Donc, dans cet exemple de chaos de Haydn, on va entendre une musique très surprenante, très étrange, avec beaucoup de, comment dire, de surprises harmoniques. Haydn adore ça, mais là, il y en a beaucoup. Et puis, des effets d'orchestre tout à fait extraordinaires, avec des fondus enchaînés de sonorités en particulier. Alors, le deuxième extrait de cette création de Haydn, c'est pas loin du chaos d'ailleurs, c'est la création de la lumière, c'est peu après. C'est un moment qui a beaucoup marqué les premiers auditeurs, où ce sont les paroles bibliques et la lumière fut. Donc il décrit en musique la création de la lumière par un moyen très simple, il majorise son Do mineur en Do majeur. Et donc cet accord il est littéralement aveuglant, il utilise un très gros orchestre et c'est vraiment très très impressionnant par un simple accord de Do majeur, comment il obtient un effet musical aussi alors, puissant. Peut-être, brièvement, mais tu peux peut-être expliquer comment on part de 3 notes d'un accord et comment on en fait quelque chose de puissant, de brillant, d'aveuglant, alors que ces 3 mêmes notes peuvent être jouées de manière assez banale. Alors, vous allez entendre dans l'extrait déjà qu'il y a la manière d'amener. C'est amené par une musique très hésitante, très piano. Il y a une attente qui est créée. Et puis ensuite, ça explose d'un coup. Il n'y a pas de crescendo. Donc, on saute sur sa chaise quand on entend cet accord. Haydn a écrit une autre œuvre très célèbre qui s'appelle la Symphonie La Surprise, où il a déjà joué avec ça. Il y a un accord qui vient comme ça dans une petite musique tout à fait douce, puis tout d'un coup, quelque chose de fortissimo. Paraît-il, bon, la première fois qu'on entend ça, on sursaute, quoi. Donc là, c'est cet effet-là, mais en plus, l'accord dure. Et puis, il y a une orchestration très puissante avec la présence de beaucoup de cuivre, beaucoup plus qu'à l'époque, normalement, et 3 trombones en particulier. D'accord. Hein. Donc, il y a un contrebasson aussi, qui est une contrebasse du basson. Donc, c'était assez rare. Hein, oui, à l'époque, c'était quand même d'un emploi très rare. Exceptionnel. Voilà. Donc, c'est vraiment tout à fait extraordinaire.
Le troisième exemple, c'est le prélude de l'Or du Rhin de Richard Wagner. Là, on change complètement d'époque. On est dans la deuxième moitié du 19e siècle. Donc cet Or du Rhin est un opéra qui est lui-même un prologue d'un ensemble de 4 opéras qui se donnent en 4 soirées. Ça s'appelle la tétralogie ou l'anneau du Nibelung. C'est une œuvre absolument énorme d'à peu près 16 heures de musique que Wagner a composée durant une période à peu près d'une trentaine d'années, en composant d'ailleurs plutôt avant le livret et ensuite la musique. Donc il n'avait pas son librettiste. Il y a une coutume qui a été prise, c'est qu'avant l'exécution de ce prélude de l'Or du Rhin, 5 minutes d'obscurité totale et de silence total. Donc il faut vraiment partir d'une espèce de néant total, que tout soit vide, autant visuellement qu'auditivement. Et donc l'œuvre, au bout de la 4e soirée, va se terminer par le crépuscule des dieux, qui est une sorte de fin du monde. Et donc symétriquement, le début de l'œuvre, après cette obscurité, ce silence total, c'est une sorte sans doute de symbolisme de la création du monde. Ma connaissance, Wagner ne l'a pas confirmé. Il n'a pas spécifié Pas ma connaissance. Il a énormément écrit, il a écrit des dizaines de milliers de pages en plus de son œuvre musicale, donc c'est peut-être quelque part, mais bon, j'en ai pas connaissance. Il fait exactement le geste inverse de Rebelle. Au lieu de partir d'un chaos sonore très complexe, au contraire, il parle d'une seule note, qui est un mi bémol très grave, une tenue, et on a l'impression qu'acoustiquement, en fait, cette note crée ses propres harmoniques, qu'elle se déploie par le seul effet de la nature du son, si on peut dire. Et donc ça va nous donner un accord de mi bémol majeur, ce qu'on va appeler un accord de mi bémol majeur, l'accord parfait. Et toute l'œuvre, qui dure à peu près 4 minutes, toute cette pièce, c'est quand même assez long, sur un seul accord. C'est unique, hein, à ma connaissance, au 19e siècle, une œuvre sur un seul accord, c'est... Il n'y a pas de... C'est très osé, il n'y a pas de dialectique entre plusieurs accords qui se... Alors, qu'est-ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas quand on reste sur un seul accord pendant 4 minutes? D'abord, oui, c'est extraordinairement bien fait. Il y a un procédé de complexification progressive, un crescendo orchestral énorme, des contrepoints qui entrent dans cet accord et donc qui font entendre, l'harmonie qui font bouger l'harmonie, parce qu'on appelle des notes étrangères dans notre vocabulaire. Donc il y a quand même d'autres notes que ce mi bémol, ce sol et ce si bémol, qui sont des notes de passage, par exemple. Donc voilà, il y a un certain nombre de procédés, un orchestre énorme aussi, qui fait que, enfin, c'est plus une espèce de vision intellectuelle, si on peut dire, au départ. Comment je vais faire une musique sur un accord qu'une véritable inspiration musicale, j'allais dire, improvisée. C'est vraiment... Il y a aussi un immense savoir-faire, parce que Wagner est un véritable magicien dans l'utilisation des instruments et de l'harmonie. Et c'est un immense orchestrateur. Oui, ça c'est... D'ailleurs, quand on regarde la partition sur cet unique accord, on est très très surpris de voir la complexité de la partition.
Je voulais te remercier, Philippe, parce que j'ai appris tellement de choses en t'écoutant. J'ai découvert tellement de choses et je suis sûr que nos auditeurs, qu'ils soient spécialistes ou profanes, auront eu envie d'aller plus loin encore dans la découverte de toutes ces musiques qui sont associées aux planètes. Et puis pas seulement, finalement. La musique classique et les musiques contemporaines, c'est un domaine tellement vaste. Il y a tellement de choses à découvrir. Merci beaucoup pour cette soirée. Merci beaucoup à toi, Jean, de m'avoir donné la réplique et d'avoir instauré ce beau dialogue. Merci à toi. Merci. Certains pensent qu'au commencement était le vide, un vide cosmique doté d'une énergie prodigieuse, l'équivalent d'un verre de champagne dont les bulles formeraient des univers flottants dans le vide. En un temps qui ne s'écoule pas, en un lieu qui ne connaît pas de limite, flottent les univers bulles de champagne. Parmi eux se trouve notre univers. Né il y a 13,8 milliards d'années, c'est là que germera l'être humain. Certains univers naissent avec une espérance de vie très courte. Ils disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. Donc nous passons maintenant au dessin avec Pac-Man. Oui, donc j'ai illustré musique et cosmos et j'ai essayé d'imaginer un astronaute essayant de jouer un instrument de musique et c'est un peu compliqué, notamment pour tout ce qui est instrument avant, pour tous les instruments. Thomas Pesquet s'en sort particulièrement bien au saxophone, est-ce qu'il paraît? Dans un autre registre, moi ça m'a fait penser à la musique du cosmos, à une ancienne publicité de Perrier, où en fait les planètes commençaient en fait sous une musique de James Brown, commençaient un peu à se déhancher avec de façon du hula hoop avec les anneaux. Et donc la planète dit Ferrier c'est fou, mais non, moi c'est Philippe.